Bien, nous pouvons y aller. Donc aujourd'hui, il sera question plutôt, il va s'agir de poursuivre et de terminer donc, le chapitre introductif. Donc, le chapitre 1 du guide PMBOK 6. Donc, on a fini la première partie qui concerne donc, le guide, la présentation du guide et tout ça. Et là, nous sommes dans les éléments fondamentaux où on va voir les définitions d'usage, on va voir la notion de projet, de management de projet et tout le reste. Bien, nous allons commencer déjà avec la définition du projet. Je ne vais pas vous demander ce que vous savez du projet, comment vous pouvez définir un projet, parce que si je le demande, ça va aller dans tous les sens. Donc, suivant que soit vous avez fait peut-être une formation en gestion de projet, ou bien vous avez fait un diplôme, bon, peut-être on vous définira le projet d'une manière ou d'une autre. Mais ici, la définition on a plaquée ici, c'est la définition qui émane du guide PMBOK. Elle est très très simple. C'est une simple phrase, mais qui est assez dense. Donc, un projet est une initiative temporaire entreprise dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. Donc, c'est cette simple phrase-là. Je dirais que c'est la seule phrase, même dans le guide PMO, qu'il faut retenir par cœur, hein. Sinon, tout le reste, ce sera une simple lecture, comme si vous étiez en train de lire un roman, comme si vous étiez en train de lire un magazine d'information. Voilà, tout simplement. Et avec les tests, avec les entraînements sur les cas pratiques, vous allez revenir régulièrement sur certaines parties pour mieux comprendre certaines notions et tout le reste. Donc, ne courez pas le risque, pendant que vous serez en train de parcourir les documents là, de vouloir retenir des choses par cœur et tout ça, ça va vous fatiguer inutilement. Bien, donc cette simple phrase-là, elle est très déterminante, elle est très importante à comprendre. Donc, un projet, pour me répéter, est une initiative temporaire entreprise dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. Donc, de cette définition-là ressort deux points assez importants. Euh, il y a la notion du fait que le projet, il est temporaire. Il est temporaire en ce sens qu'il a une date de début et une date de fin. À la différence des opérations au sein d'une organisation, le samedi dernier, on en parlait un peu, j'ai dit on allait revenir là-dessus. Les opérations dans une organisation, c'est le day-to-day job, comme on le dit en anglais, c'est-à-dire le travail de chaque jour qu'on fait. Tant qu'on a boutique ouverte, tant que la société existe, donc dans le cadre de l'accomplissement de la mission de l'organisation, on sera toujours en train de réaliser ces activités-là dans tous les départements, en tout cas toutes les activités conjointes de tous les départements d'une organisation. Donc, rentre dans le cadre de cette opération-là, ou de ces opérations, je dirais plutôt, toujours est-il que, il faut retenir que tant que l'organisation existe, il y a les opérations. C'est pas pareil pour les projets. Une organisation, ça dépend hein, d'une organisation ou d'une autre. Les projets peuvent s'arrêter un moment. On peut ne pas avoir un projet en cours dans une organisation à un moment donné, sur une courte période peut-être. Mais sauf que si l'organisation a une certaine maturité organisationnelle et si l'organisation est souvent dans les projets, on verra en temps réel deux ou trois projets ou quatre projets qui sont en cours. Mais ces projets-là sont limités, bien entendu, dans le temps, avec une date de début bien donnée et une date de fin bien spécifiée. Même si dans la pratique, il peut arriver que la date de fin ne soit pas exactement la même date. Peut-être que ça peut arriver, la fin peut arriver un peu plus tôt que prévu, la fin peut arriver un peu plus tard que prévu. Mais toujours est-il que, en amont, avant même qu'on ne commence le projet, on avait déjà déterminé une date de fin pour le projet. Vous voyez? Voilà. Généralement, les projets alimentent donc les opérations avec la création d'un nouveau produit. Un nouveau produit qu'on crée, c'est un projet. Mais une fois que le produit il est créé et mis à la disposition des opérations, voilà, on n'est plus dans le projet, on est en dehors du projet. Les opérations maintenant viennent utiliser donc le produit qui est sorti donc du projet. Vous voyez? Donc, il ressort donc on crée également un produit, un service ou un résultat unique. Le projet, il est unique. Peu importe
qu'on soit en train de réaliser un projet qui ressemble un peu à un ancien projet ou bien un autre projet antérieur qu'on avait déjà réalisé, toujours dit que le projet est unique parce que le résultat qui en est sorti, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois au sein de l'organisation. Même si un projet est lancé pour rebrander un produit qui existait déjà, c'est-à-dire que pour revoir, qu'est-ce que je veux dire, pour réinventer un produit qui existait déjà, le produit qui va en sortir, ce ne sera plus le produit initial. Vous voyez, c'est un produit qui va ressortir bonifié, qui va ressortir modifié carrément. Ça vient annuler et remplacer le produit initial. Maintenant, on peut avoir un nouveau projet qui arrive, qui a pour but de créer un produit, bon, peut-être d'apparence, qui va ressembler un peu à un projet antérieur qu'on a déjà fait, mais toujours dit que le résultat qui va en sortir, compte tenu du fait qu'on n'est plus dans la même période, on n'est plus peut-être avec les mêmes parties prenantes en présence et tout ça, il y a beaucoup de facteurs, donc généralement des facteurs environnementaux, que ce soit internes, que ce soit externes, ou certaines autres contraintes qui vont venir influencer le nouveau projet et donc bien entendu le produit, le résultat, le service qui va en découler. Vous voyez. Donc un produit qui ressort d'un projet est toujours unique. Un service qui a été créé par un projet donné est toujours unique. Un résultat qui est sorti d'un projet, il est toujours unique. Voilà. Donc, il faut retenir simplement que le projet, il est unique. On peut avoir des projets similaires, mais chaque projet individuellement pris est vraiment unique. Donc, le projet est temporaire en nature et a une date de début, une date de fin. Ça, c'est clair. Donc, une autre notion, c'est l'achèvement du projet. Le projet, il est achevé quand ses objectifs sont atteints, ou bien on se rend compte que les objectifs ne peuvent pas être atteints, on ne peut pas atteindre les buts de ce projet-là et on arrête. Peut-être il y a des informations dont on ne disposait pas. Il y a des hypothèses qu'on n'avait peut-être pas, vous voyez, et qui se sont avérées. Donc, pendant l'exécution du projet, ça vient nous ouvrir les yeux. On se dit tout de suite, on comprend tout de suite que ah, ça, ce serait vraiment peine perdue. On va dépenser de l'argent inutilement, on va dépenser du temps, on va perdre du temps inutilement, on va donner, fournir des énergies hein, enfin, qui vont s'avérer inutiles. Donc, autant arrêter en même temps ce projet-là. Donc, le projet se termine en ce moment. Maintenant, à quel moment on dit un projet a réussi? Un projet a réussi lorsque on a pu satisfaire ou bien on a dépassé les attentes des parties prenantes. Parce que un projet, quand il est lancé, c'est dans le but de satisfaire les attentes des parties prenantes. Et la partie prenante principale, c'est le client. Donc, quand on lance un projet, l'objectif principal, c'est de satisfaire les clients. Que ce soit des clients potentiels que nous avons en face de nous, ou bien que ce soit des clients déjà trouvés. Peut-être que c'est justement ce client ou ces clients-là qui ont commandé un produit que nous sommes en train de développer. Peu importe, dans tous les cas, c'est de satisfaire le client. Et en dehors du client, il y a d'autres parties prenantes, comme les sponsors, les directeurs fonctionnels au sein d'une organisation, et il y a d'autres parties prenantes quelconques. On va voir ça quand on va arriver sur la gestion des parties prenantes. Mais la partie prenante la plus importante à satisfaire, c'est le client. Lorsqu'il y a un conflit donc entre les attentes des différentes parties prenantes, on va toujours avoir tendance à se pencher donc, du côté des clients, même au détriment du sponsor, par exemple. Vous voyez? Parce que la notion qui est derrière, en fait, le principe qui se cache derrière, c'est le principe que le client est roi. Donc, c'est un concept qui est vraiment plébiscité dans les paysages anglo-saxons. C'est vrai que chez nous, les francophones, des fois, on enlève au client sa royauté, mais le client, il demeure bel et bien le roi. Parce que le produit qu'on est en train de développer, même si on n'a pas encore de client et que de façon potentielle, on sait que ça va cartonner sur le marché, en fin de compte, c'est un client qu'il va falloir satisfaire. Ce sont des clients qu'il va falloir satisfaire. C'est les clients qui payent finalement pour notre produit qu'on a eu à créer. Ou même si le client est déjà là, le client a commandé expressement un nouveau produit que je suis en train de développer, d'autant plus que le client est déjà là, nous devons être très très concernés par le fait de satisfaire ce client-là. Donc au détriment même de parfois des attentes du sponsor. Donc quand le sponsor voudrait peut-être faire passer ses attentes avant celles du client, on va lui faire comprendre non. En fin de compte, si toi on te satisfait et que le client n'est pas satisfait, on aura à dépenser de l'argent pour créer un produit que le client en fin de compte ne va pas payer. Vous voyez?
Alors que si on développe un produit que le client, en fin de compte, n'a pas payé, cela nous reste sous les mains et puis finalement, ça ne nous sert à rien. Vous voyez un peu? Bien, donc, principalement, le projet, c'est avec pour objectif de satisfaire les attentes des parties prenantes ou bien même dépasser les attentes des parties prenantes. Bien. Bon, vraiment, ça reste interactif, hein. Comme vous le savez déjà, s'il y a des préoccupations, si quelqu'un a une question, vous savez comment on lève la main. Vous pouvez lever la main ou bien vous ouvrez directement votre micro et voilà, vous pouvez me parler sans aucun problème. Vous voyez? Bien. Donc, il faut dire ici que tout ce qu'on va voir concernant le projet, dans un premier temps, il s'agit donc des projets qui créent de la valeur commerciale. Vous voyez? Donc, les projets d'entreprise de façon générale. Mais en même temps, ça constitue une base pour tout autre type de projet, comme les projets de développement, les projets gouvernementaux et tout le reste. Vous voyez? Donc, voilà, là, dans les projets de développement, souvent les projets gouvernementaux, ça peut ne pas être des projets avec pour but de créer de la valeur commerciale. Mais toujours est-il qu'il y a quand même la notion de création de valeur. Vous voyez? Donc la valeur ici peut ne pas être quelque chose de commercial, mais la valeur peut être voilà, d'ordre humanitaire, la valeur peut être vraiment voilà, toute autre chose que forcément quelque chose de lucratif. Vous voyez? Donc ici, le bénéfice dont il s'agit, dont on parle là, ça peut être un bénéfice quantifiable, ça peut être un bénéfice voilà, mais ça peut être un bénéfice qui n'est pas forcément quantifiable. Vous voyez? Voilà. Maintenant, même quand c'est un bénéfice qui est quantifiable, ça peut être tangible, ça peut être intangible. Vous voyez? Donc, ça concerne vraiment, peu importe que ce soit un projet d'entreprise. Donc, vous savez, les entreprises existent pour gagner de l'argent. Donc, que ce soit un projet d'entreprise, que ce soit un projet humanitaire, que ce soit un projet de développement, toujours est-il qu'en temps le fond, il faut garder à l'esprit qu'on doit créer de la valeur. Vous voyez? Quand c'est un projet de développement, ce qu'on veut après, c'est quoi? Il faut que l'indice de développement humain puisse grandir. Vous voyez un peu? On lance un projet humanitaire ou bien un projet de développement dans une localité à l'intérieur du pays dans le but d'augmenter le taux d'alphabétisation des femmes, par exemple. Ouais. Ou bien un projet dans le but de réduire la mortalité des femmes en couche. Vous voyez, c'est-à-dire les femmes, lorsqu'elles doivent accoucher, vraiment, il faut réduire le taux de décès, par exemple. Donc, on lance un projet dans ce sens-là. Ici, la valeur qu'on attend n'est pas forcément une valeur commerciale, mais toujours est-il qu'il y a de la valeur ajoutée pour l'humain. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est valable, comme on le dit là, pour tout autre projet, mais à la base, c'est des projets hein, dans le but de créer de la valeur commerciale dans un premier temps. Il faut retenir qu'un projet, au moment où on lance un projet ou bien au moment où on est en train d'exécuter un projet, c'est pas en ce moment-là qu'on va mesurer la valeur que le projet est en train de produire. Vous voyez? Ça, on parle beaucoup plus dans ce sens-là des projets gérés de façon prédictive. Mais sinon, les projets gérés de façon agile, le raisonnement est tout autre. Dans les projets gérés de façon agile, il faut que dès les premières itérations, dès le début du projet, on commence à générer de la valeur pour le client ou bien pour les parties prenantes. Tout de suite, les parties prenantes ont commencé à constater la création de la valeur pour elles. Voilà, c'est pas comme le prédictif. Dans le prédictif, il faut attendre la fin du projet, livrer le résultat final du projet, le produit du projet, ou bien le service qui a été créé par le projet. Et pendant l'utilisation donc du produit, par exemple, c'est là où on doit pouvoir observer la création de la valeur. Sinon, au moins, on est en train de réaliser le projet, lorsqu'on est dans le prédictif, on ne voit absolument rien. On peut avoir tendance même à croire qu'on est en train de perdre le temps. Hein, parce que le facteur risque hein, est très élevé au début du projet. Hein, est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on ne va pas réussir? Ça donne quoi au juste? À quoi c'est en train de ressembler? Qu'est-ce que c'est en train de produire? On se pose beaucoup de questions. C'est lorsqu'on termine et qu'on livre le produit final aux opérations ou bien aux clients, hein, c'est là qu'on peut commencer à observer si de la valeur a été créée ou pas. Vous voyez? Bien. Donc, comme on l'a dit, le bénéfice peut être ce bénéfice-là, cette valeur commerciale-là, hein, pour revenir donc au cas des projets d'entreprise, cette valeur commerciale peut être tangible ou intangible. L'augmentation du chiffre d'affaires, par exemple, c'est quelque chose qui doit être tangible. Lorsque le produit a été
mis à la disposition des opérations ou bien du client, on doit pouvoir mesurer donc la croissance du chiffre d'affaires. Hein, si à la base, on avait annoncé une augmentation de 30% de notre chiffre d'affaires, à la livraison donc, du produit final du projet, on doit commencer à compter si le chiffre d'affaires augmente ou pas. On peut dire peut-être selon le plan de gestion du bénéfice, on peut dire que peut-être la première année, on va observer 10%, je dis n'importe quoi, hein. La première année, on va observer 10% d'augmentation. La deuxième année, ce sera 10%. La troisième année, encore 10%. C'est alors qu'on pourra quantifier donc 30% d'augmentation du chiffre d'affaires. Et donc, au moment de la mise en œuvre donc, du produit ou l'utilisation du produit, on doit pouvoir constater qu'il y a cette augmentation-là. Maintenant, le bénéfice, lorsqu'il est intangible, c'est par exemple un projet d'amélioration du goodwill d'une organisation, c'est-à-dire l'image de marque que renvoie l'évocation du nom d'une marque ou bien d'une organisation. Vous voyez, il y a des organisations, quand on cite leur nom, ça sonne de façon positive. Mais il y a d'autres organisations, quand on cite leur nom, ça sonne vraiment mal. On dit non, ceux-là, c'est des faux gars. Ça, c'est des entreprises, c'est une entreprise qui n'est pas citoyenne, c'est une entreprise qui pollue l'atmosphère. Cette entreprise-là, on a appris qu'ils font travailler des enfants, on a appris que ceux-là, ils ne respectent pas le droit des femmes, ils ne respectent pas le droit des travailleurs. Bon, des choses de ce genre-là, vous voyez. Une société qui est mal perçue dans son environnement immédiat. Vous voyez? Donc, si on a pour souci, le DG ou bien le PDG d'une telle organisation a pour souci d'améliorer donc les perceptions des populations, donc de leur image, donc on peut lancer des projets, donc ça va être essentiellement des projets de communication, des projets marketing, vous voyez un peu, pour améliorer un peu donc l'image de marque de l'organisation. Donc tout de suite, le bénéfice ici, il n'est pas quantifiable. Vous voyez, ça ne va pas être mesuré en termes de chiffre d'affaires, ça ne va pas être mesuré en termes de produits vendus, non. Mais ça va être mesuré voilà, de façon intangible, c'est-à-dire ce sera peut-être après une enquête, un micro-trottoir, voilà, auprès des populations, pour voir qu'est-ce que les gens maintenant pensent de cette organisation-là, après peut-être une campagne de sensibilisation ou bien des actions fortes, des actions sociales fortes, peut-être de cette organisation-là, ainsi de suite. Bien, il peut arriver aussi que des fois le résultat à la base, au début, hein, au départ, soit intangible, mais après, ça peut devenir tangible. C'est comme vous, par exemple, vous êtes en train de préparer la certification PMP. Quand vous allez avoir le PMP, hein, le lendemain, il n'y a rien qui va être changé physiquement sur vous. Tel que vous êtes physiquement, tout change. Vous voyez, pardon, tout est identique. Rien ne change, je dirais plutôt. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Mais au début, votre perception va commencer à être changée. C'est comment on vous perçoit, comment on vous voit. Pour ceux qui connaissent la valeur du PMP, dans vos organisations, dans votre environnement immédiat, on va commencer à vous voir un peu différemment. Donc, votre salaire peut ne pas augmenter tout de suite, même si c'est votre organisation. Vous, dans votre cas, par exemple, vous êtes venu en tant que particulier, c'est vous-même qui payez votre formation. Hein, même si c'est votre organisation qui paye votre formation et qu'on sait, la direction des ressources humaines sait désormais que vous avez une nouvelle certification à votre actif, tout de suite, ça ne va pas changer. Parce que dans les clauses, on vous dira peut-être que d'attendre 2 ans avant de vouloir quitter l'organisation si vous voulez partir. Et généralement, avant cela, vous pouvez commencer même à demander une augmentation. Ils peuvent vous refuser, ils peuvent vous accepter. Mais c'est après, quand peut-être vous démissionnez, quand vous allez ailleurs, c'est là que vous allez voir que, ah, vraiment votre valeur professionnelle, donc sur le marché de l'emploi, a augmenté. Vous voyez un peu? Ce que vous aurez pu négocier, hein, en termes de contrat, de monument ou bien d'honoraires ou de salaire, quand vous êtes en train de changer de boulot, c'est là que vous allez savoir que, ah, il y a quelque chose qui a changé. Hein. Mais au début, bon, ce sera juste une appréciation, ok. Voilà, vous avez augmenté en termes de valeur, les gens vous voient différemment, mais tout de suite, le salaire ne change pas. Donc, c'est après que vous pouvez constater l'augmentation du salaire. Là, ça devient maintenant tangible. Mais au départ, c'était intangible. Vous voyez. Bien, on a plusieurs raisons, hein, de lancement de pouvoir lancer un projet. Donc, il y a plusieurs facteurs qu'on a regroupés en quatre grands groupes. Il y a le fait qu'on puisse lancer un projet pour respecter les exigences réglementaires, juridiques ou sociales. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu un changement de loi qui encadre peut-être votre secteur d'activité, une nouvelle réglementation qui est sortie et tout ça, une nouvelle restriction
juridique ou légale, vous pouvez être amené à l'ancien projet pour vous amener à vous aligner. Vous voyez? Par exemple, quand on dit aux États-Unis, bon, désormais, on ne veut plus les moteurs qui consomment 100% du carburant. On veut des moteurs hybrides ou bien électriques, par exemple. Vous voyez? Tout de suite, il faut lancer un projet pour changer la chaîne de production, hein, des organisations. Ah, donc, une organisation donnée, pour pouvoir s'aligner sur cette nouvelle réglementation, doit changer sa chaîne de production. Et ça, c'est un projet. Une fois que la chaîne de production est changée, on peut maintenant rentrer dans une autre phase. Vous voyez? Ça nous permet de nous aligner sur la nouvelle réglementation. Il y a la possibilité également de lancer un projet pour répondre aux demandes ou aux besoins des parties prenantes. Là, c'est l'exemple classique d'un client qui veut nous commander un produit. Si nous sommes, par exemple, orientés projet, on va voir ça hein, après. euh, ce sera le chapitre suivant, le samedi prochain, quand on va commencer. On va voir les facteurs environnementaux de l'organisation. Et on va voir le système de l'organisation. Dans le système de l'organisation, on va voir la notion de type de structure organisationnelle. Donc, pour dévancer un peu les choses, dans les types de structures organisationnelles, il y a un type qu'on appelle l'orienté projet. L'orienté projet, c'est-à-dire cette organisation-là ne vit que par les projets. Généralement, toutes leurs activités, quand vous les voyez en train de mener une activité donnée, pour la plupart du temps, c'est des projets pour des clients. Ça peut être une organisation qui a pour but de construire des maisons, de développer des applications, de créer des machines pour des organisations et tout ça. Donc, quand un client va vous commander un nouveau produit, c'est forcément un nouveau projet. Ouais, un peu. Donc, vous n'allez jamais gérer ça comme une opération. Ce sera toujours un projet. Il y a également des projets qu'on lance pour appliquer les stratégies commerciales ou technologiques d'une organisation, ou bien le changement des mesures qui existent. C'est-à-dire, au sein de l'organisation, on a une procédure ou bien on a une manière de faire les choses qu'on veut changer. Ça, ce n'est pas d'ordre réglementaire, c'est nous-mêmes, en tant qu'organisation, selon notre maturité organisationnelle et selon nos décisions stratégiques, on décide donc de changer peut-être notre ligne de conduite hein, sur le plan marketing, commercial et tout ça. Et donc, c'est un nouveau projet plutôt qu'on peut lancer pour créer. Donc, voilà, c'est la mise, pour la mise en application de cette stratégie-là. Il y a également la quatrième possibilité, c'est la création, l'amélioration ou la correction de produits. C'est-à-dire, on a déjà créé un produit qui est sur le marché, hein, qui fait partie de notre portefeuille donc de produits, et on veut maintenant l'améliorer. D'abord, on veut créer un produit. Le fait de créer nouvellement un produit, c'est un projet. Ou bien ce produit qu'on a déjà créé là, on veut l'améliorer. Vous voyez? On veut peut-être améliorer son positionnement donc, dans notre secteur. Vous voyez, donc améliorer notre avantage compétitif avec ce produit-là. Ça, c'est un projet qu'on peut lancer. Ou bien on veut corriger un produit. On a constaté qu'il y a peut-être des défauts. Donc ça se fait parfois avec, on voit avec les constructeurs automobiles, on voit un peu dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. On peut rappeler des lots de véhicules, on peut rappeler des lots de médicaments. Vous voyez un peu. Parce qu'on a constaté qu'il y a un défaut. Vous voyez. C'est pas pendant l'utilisation plutôt des utilisateurs finaux, avec les plaintes, les feedbacks, les remontées, qu'on se rend compte qu'il y a un défaut caché dans le produit. Donc, on rappelle des lots avec pour objectif de corriger cela, par exemple. Voilà. Et donc, c'est un nouveau projet qu'on va lancer dans ce sens-là. Bien, on continue. Également, le management de projet. Le management de projet, il y a deux définitions qu'on peut donner au management de projet. Il y a une définition qui est d'ordre général, quand bien même que cela vienne du PMI. Mais il y a une autre définition qui est beaucoup plus spécifique au PMI. La première, c'est que le management de projet, c'est l'application des connaissances, des compétences, d'outils et des techniques aux activités d'un projet pour en satisfaire les exigences. C'est-à-dire que pour réaliser un projet, c'est des activités qu'on mène. Et ces activités-là, on peut les mener, bien entendu, à partir de connaissances d'ordre général que nous avons, des compétences que nous avons, ces différentes compétences qu'on va mettre en synergie pour mener des activités, pour pouvoir créer donc le résultat ou les livrables de notre projet. Les outils techniques qu'on connaît, ouais, ça peut faire partie
de simples compétences à des compétences assez spécifiques. Vous voyez, ça peut partir juste de l'utilisation de Word Excel jusqu'à l'utilisation d'outils et techniques assez spécifiques, assez sophistiqués. Donc, chacun, en fonction des compétences qu'il a, dont le projet a besoin, on va donc faire intervenir les uns et les autres, comme sur, comment dire, une scène de théâtre. Donc, que chacun joue sa partition afin de créer donc, le produit ou bien les livrables qui sont attendus de notre projet. Une autre définition qu'on peut donner du management de projet, c'est que le management de projet s'effectue en appliquant et en intégrant de manière appropriée 49 processus de management de projet qui sont groupés logiquement dans 5 groupes de processus qui sont donc le démarrage ou bien on peut dire aussi l'initialisation. Il y a donc le deuxième groupe, la planification. Le troisième, l'exécution. Quatrième, surveillance et maîtrise. Et enfin, cinquième groupe, clôture. Donc, tout ça, c'est des groupes de processus. Donc, dans démarrage, on a un certain nombre de processus, exactement deux. Dans planification, on a 24 processus. Dans exécution, on a 10 processus. Dans surveillance et maîtrise, on a 12 processus. Et enfin, dans la clôture, on a un seul processus. Donc, le rôle du chef de projet va consister à dérouler donc ces 5 groupes de processus-là qu'on va appeler aussi les 5 phases de management de projet. À ne pas confondre avec les phases du projet, mais les 5 phases de management de projet. On va le voir tout à l'heure. Les 5 phases de management de projet ne changent jamais. Peu importe le projet, quel que soit le produit qu'on est en train de développer, quel que soit le service ou le résultat qu'on est en train de rechercher à travers donc, un projet donné, le chef de projet, son rôle va consister à dérouler ces 5 phases de management de projet avec les processus qu'il va utiliser, intégrer de façon appropriée. On va le voir en terminant cette partie-là, ce chapitre-là, avec la notion d'adaptabilité. L'adaptabilité qu'on appelle en anglais le tailoring, c'est que tout ce qu'on va vous enseigner, les 49 processus, tout le standard qu'on va vous enseigner, on ne va pas appliquer ce standard-là tel quel dans tous les types de projets. Il y a des projets où il y a certains processus qu'on n'aura pas besoin d'utiliser. Vous voyez, il y en a d'autres où on va utiliser beaucoup plus de processus. Il y a des projets où on peut utiliser les 49 processus, mais il y a des projets où on ne va pas utiliser tous les 49 processus. Donc, en tant que chef de projet, tu dois être averti, tu dois être avisé, je dirais, euh, en fonction du projet, du type de projet, la taille du projet, les exigences du projet, savoir quels sont les processus qu'il faut pouvoir utiliser, quels sont les processus qu'on n'aura pas besoin d'utiliser. C'est ça le monopole de projet et cela est l'apanage du chef de projet. Cela relève de l'entière responsabilité du chef de projet. Et je le dis en passant, c'est ce qui fait que un chef de projet, peu importe son domaine de prédilection, peu importe son background professionnel, il doit être capable de gérer tout type de projet. Voyez, il doit être capable de gérer tout type de projet. Qu'on soit dans la construction de maisons, d'immeubles et tout, ou qu'on soit dans la construction de routes, de ponts et autres, qu'on soit dans la construction de bateaux, d'avions, de voitures, peu importe, qu'on soit dans le lancement de fusées, les 5 phases de management de projet sont toujours à dérouler par le chef de projet. Et on va voir comment ça se passe. Seulement, en fonction du type de projet, de produits, de livrables qui sont attendus, en fonction du métier dans lequel on est en train de gérer le projet, les phases les phases du projet peuvent changer. Parce que les phases du projet changent avec le type de produit qu'on est en train de développer. Parce que les phases pour construire une maison, ce n'est pas les mêmes phases pour construire une route. Vous voyez un peu? Voilà. Pendant qu'on sera en train de parler de fondation pour un immeuble, on ne parlera pas de fondation comment dire, pour une route ou bien pour une voiture. Donc, les phases vont changer en fonction du métier, les phases du projet. Donc, relativement au produit, au livrable qu'on doit créer, donc vont changer en fonction du projet. Mais les phases de management du projet ne changent jamais, peu importe le projet. Vous voyez? Bien. Donc, cela dit, lorsqu'on a le management de projet qui est efficace, cela va aider au sein donc, des organisations à atteindre l'objectif commercial du projet.
ou à atteindre l'objectif tout court du projet. Ça va permettre également de répondre aux attentes des parties prenantes. C'est lorsque le management de projet est bien ficelé et efficace. Ce sont les bénéfices qu'on peut avoir, vous voyez. Cela permet également d'être plus prévisible, vous voyez. Par exemple, anticiper les risques, planifier des réponses aux risques après les avoir analysés et tout le reste, vous voyez. Cela nous permet, si bien que rien ne va nous surprendre. C'est vrai, on n'est pas Dieu pour planifier tout dans les moindres détails de manière à ce que rien ne puisse nous surprendre. Mais en tout cas, un bon chef de projet va faire de son mieux de manière à ce qu'il n'y ait vraiment pas de situations voilà, qui viennent le perturber, à moins que ce soit des cas de force majeure. Et là encore, il y a des réponses à cela qui sont appropriées par le top management. Vous voyez, on va le voir. Cela permet d'accroître les chances de succès d'un projet, un bon management de projet, un management de projet efficace. Ça va permettre également la livraison des bons produits au bon moment. Parce que le chef de projet, lui, son travail, hein, de façon constante, c'est de produire les livrables qui sont attendus par les parties prenantes. Vous voyez? Et il doit livrer les bons livrables au bon moment. Un bon management de projet ou un management de projet efficace permet également une meilleure gestion des changements parce que c'est vrai on est en train de parler d'un management de projet ici, une méthodologie de gestion de projet qui est basée enfin sur un plan, c'est-à-dire on est dans le prédictif, on a des plans en amont et le projet va consister à mettre en œuvre justement ces plans-là. Mais dans la mise en œuvre, dans la pratique, il peut arriver que on avait planifié de faire les choses d'une certaine manière, on se rend compte sur le terrain que ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, il ne faut pas s'affoler. Il faut passer donc à des demandes de modification. Et il y a une manière donc de gérer ces changements, ces modifications sur le projet. Lorsque le management du projet est efficace, donc comment dire, il y a tout un processus pour effectuer les changements. Également, ça permet la bonne gestion des réponses aux risques, comme il l'a dit tout à l'heure. Ça nous rend plus prévisibles. Donc, on peut anticiper des risques. Et ces risques-là, lorsqu'on les a anticipés, donc ça va consister à les identifier, à les analyser et à adopter une stratégie pour répondre à ces risques-là au cas où ils devraient survenir, par exemple. Voyez? Mais quand on n'a pas un management de projet efficace, les choses vont nous surprendre et on va tomber, ça tombe comme des nues et puis on est surpris par des situations qui nous dépassent alors que c'est des choses qu'on aurait pu anticiper tout simplement. Vous voyez? Bien, on continue. Donc, on va voir également la relation qu'il y a entre le management de projet, le management des organisations, pardon, de programmes, le management de portefeuille et la gestion des ressources et des opérations qui sont liées donc, à ces projets, ces programmes et portefeuilles-là au sein d'une organisation. En passant, retenez que au sein d'une organisation, il peut y avoir plusieurs projets et des projets là peuvent être regroupés en programmes. Pour regrouper des projets en programme, il faut qu'on soit en face de projets où on a intérêt à les gérer ensemble parce qu'ils sont interreliés. C'est pour ça, par exemple, généralement, les sociétés immobilières parlent de programme. Construire une maison, c'est un projet. Mais quand tu es appelé à construire 5, 10, 15, 20, 30 maisons, 100 maisons presque identiques, là, tu n'es plus dans un projet, tu es dans un programme. Est-ce que vous voyez? On va pas gérer individuellement chaque projet de construction d'une villa ou bien d'une maison. Vous voyez un peu? Là, ça devient un programme parce que chaque projet, là, pris individuellement, aura presque les mêmes besoins qu'un autre projet. On a 10 villas à construire. Les besoins pour construire une villa, parmi les 10 là, c'est les mêmes besoins pour construire la deuxième villa, la troisième villa, jusqu'à la 10e, pratiquement. C'est vrai que dans la pratique, une villa donnée peut coûter un peu plus qu'une autre villa, tenant compte peut-être du fait que le site sur lequel on est en train de construire, le site n'a pas forcément le même relief, ou un peu, non, il y a des endroits où c'est un peu plus dans un creux, peut-être un autre endroit, c'est un peu plus sur une pente. Donc, il y a des activités parfois différentes qui vont être menées sur la superficie. On doit construire une maison ou bien une autre.
Vous voyez? Mais de façon générale, ce sera presque les mêmes besoins. Acheter on aura besoin de ciment, on aura besoin de fer, on aura besoin, pratiquement tout ce dont on aura besoin, ce sera les mêmes choses. Donc, on a intérêt à gérer tous ces projets-là ensemble dans un programme. L'avantage pour cela, c'est que ça va réduire les risques, hein, dans la gestion de ces différents projets. Ça va nous permettre d'avoir une économie d'échelle. Donc, là où il faut acheter, il dit n'importe quoi, 100 tonnes de ciment, lorsqu'il faut 1000 tonnes, vous voyez qu'on est en bonne position pour bien négocier avec le fournisseur. Si il dit n'importe quoi, la tonne est à 100 000 francs, nous, on peut négocier facilement 70 000 francs la tonne avec le fournisseur. Ou bien même 60 000, il dit n'importe quoi. Vous voyez un peu? Donc, ça nous permet d'avoir une économie d'échelle. Donc, le fournisseur, comme on achète une grande quantité, va réduire. Donc, au lieu d'évaluer les besoins d'un seul projet, c'est-à-dire pour une maison, par exemple, on évalue les besoins de tous les projets, de toutes les maisons. Et de façon globale, on va maintenant négocier avec les fournisseurs. Donc, c'est des projets qui sont interreliés et on a intérêt à les gérer ensemble plutôt que d'avoir un management individuel de chacun de ces projets-là. Maintenant, il y a également le portefeuille. Le portefeuille, c'est l'ensemble des projets et des programmes ainsi que certains travaux, certaines opérations qui sont menées pour justement jongler entre tous ces différents projets et programmes. Une organisation qui a une certaine maturité, à un moment donné, doit avoir une certaine vision stratégique pour son organisation sur les 3 ans, les 5 ans, les 10 ans à venir. Donc, la stratégie d'une organisation sur une période, donc ça peut être un plan triennal, ça peut être un plan quinquennal. Cette stratégie-là, généralement, pour pouvoir l'atteindre, il y a un ensemble de projets qu'on doit pouvoir réaliser. Et tous ces projets-là, il y en a qu'on peut regrouper dans un programme. Donc, on va parler de l'ensemble des projets et des programmes au sein d'une organisation. Vous voyez? Parce qu'au sein du portefeuille, dans le portefeuille, il y a des projets qui ne sont pas forcément interreliés. Donc, ils sont séparés. Chacun est pris individuellement. Mais il y a d'autres qu'on peut regrouper dans un programme. C'est pourquoi on parle de l'ensemble des projets et programmes d'une organisation. Et bien entendu, les opérations donc, qui sont réalisées pour la réalisation donc, ou bien l'accompagnement de ces projets et programmes. Parce qu'il peut arriver dans une organisation, au moment où vous êtes en train de gérer votre projet, il y a d'autres parties prenantes au sein de l'organisation qui vous accompagnent, mais eux, ils ne sont pas dans le projet forcément. Je prends l'exemple des procédures d'acquisition ou bien des procédures d'achat, vous voyez un peu, d'approvisionnement. Voilà, donc quand on va arriver sur le management des approvisionnements, on va voir que l'équipe de l'organisation qui accompagne le projet pour les opérations d'approvisionnement, eux, ils ne sont pas dans le projet. Eux, ils sont dans leurs opérations. C'est vous, de votre côté, qui êtes dans votre projet. Vous voyez? Eux, ils ne font que mettre en œuvre les procédures de passation de marché et tout ça. Eux, ils ne sont pas dans le projet. Ils ne font pas partie de l'équipe de management de projet. Ils ne font même pas partie de l'équipe de projet non plus. Vous voyez? Donc ça, ce sont les opérations qui accompagnent donc les projets et programmes au sein de l'organisation, par exemple. Vous voyez? Bien, donc de façon imagée, voilà un peu le portefeuille. À l'intérieur, on a des programmes, on a des projets et des opérations. C'est tout ça qui constitue le portefeuille de l'organisation. Bien, lorsqu'on fait le management de projet ou le management de programme, on est concentré sur bien faire le programme ou bien faire le projet. Vous voyez? Alors que le management de portefeuille va se concentrer plutôt sur faire le bon programme ou le bon projet. C'est-à-dire, celui qui gère le portefeuille de l'organisation, à la base, c'est un chef de projet aussi, hein. Lui, il y a plusieurs projets à réaliser sur 5 ans. Il y a plusieurs programmes à réaliser sur 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'un projet pris individuellement, c'est sur 5 ans. Non. C'est-à-dire pendant les 5 ans, il y a des projets qu'on va faire. Certains projets, c'est 6 mois, d'autres, c'est 1 an, d'autres, c'est 3 mois, ainsi de suite. Donc, le gestionnaire de portefeuille, lui, à la base, c'est de savoir à quel moment je dois lancer tel ou tel autre projet. À quel moment je dois lancer tel ou tel autre programme. Vous voyez? Il peut m'arriver que c'est un projet qui était prévu au départ.
finalement deviennent inutiles. On peut dire, ah, mais quand on regarde un peu les bénéfices de tel projet qu'on a déjà mis en œuvre, est en train de nous procurer, bon, on n'a plus besoin de lancer tel autre projet. On peut simplement annuler ce projet-là. Donc, le gestionnaire de portefeuille doit avoir assez le nœud creux et il doit être vraiment très, très observateur, vous voyez un peu, et savoir à quel moment lancer le bon projet. Bien. Donc, comme tout à l'heure, je le disais, une organisation qui a une certaine maturité à ce qu'on appelle une vision stratégique. Et cette vision stratégique-là, ça peut être sur 3 ans, ça peut être sur 5 ans, ça peut être sur 10 ans, ça dépend. Vous voyez? Et vous devez pouvoir, en tant que chef de projet au sein de l'organisation, connaître la vision de votre organisation. Parce que chacun des projets que vous serez amené à réaliser doit être à un moment ou à un autre en train d'accomplir un pan de la vision stratégique de votre organisation. Donc voilà un peu l'organisation représentée de façon pyramidale. On regarde au plus haut sommet, on a la gouvernance. C'est au niveau de la gouvernance qu'on va définir la vision et la mission de l'organisation. Là, quand on parle de la gouvernance, c'est vraiment le top management, hein, au niveau du conseil d'administration, au niveau du PDG, hein, au niveau du comité de direction de l'organisation. C'est là où on va définir la vision de l'organisation. Qu'est-ce que nous voulons devenir dans 5 ans? Qu'est-ce que nous voulons devenir dans 10 ans? Vous voyez? Et à cela est liée également notre mission. Hein. La mission d'une banque, hein, de façon basique, la mission d'une banque, par exemple, c'est de récolter les épargnes, hein, des clients et puis octroyer aux besoins des crédits, par exemple. C'est vrai que dans la pratique, il y a d'autres choses qui sont greffées à cela. Il y a beaucoup d'autres produits, de sous-produits, oui. Mais la mission principale donc d'une banque, c'est ça, collecter les épargnes des clients et puis leur octroyer du crédit aux besoins. Vous voyez? Donc ça, c'est la mission. La mission, c'est ce que nous faisons chaque jour. Donc, chaque jour, quand vous allez dans une banque, c'est que la banque fait, soit quelqu'un est venu déposer de l'argent sur son compte, ou bien quelqu'un est venu retirer de l'argent de son compte, ou bien quelqu'un est venu demander un prêt à sa banque. Ça, c'est la mission. Le day-to-day job. Et dans la mission rentre tout ce qui est opération, essentiellement. Mais pour aider les opérations, les projets vont entrer en scène. C'est pourquoi au sommet de la pyramide, on voit la vision qui intègre et les opérations et les projets. On va voir de quelle manière cela intègre les projets. Il y a la stratégie organisationnelle et l'objectif stratégique de l'organisation. Là, maintenant, on descend au niveau du pilotage. Donc, les directeurs fonctionnels et puis voilà, et tout le reste vont décider donc de quelle manière quelle stratégie plutôt on va mettre en œuvre pour pouvoir atteindre la vision de l'organisation. Et cette stratégie-là va se décliner en deux. Il y a un pan qui va être géré par les opérations, il y a un pan qui va être géré par les projets regroupés au sein de portefeuille. Donc, on doit dire, OK, pour atteindre cette vision-là, voici les projets qu'on doit réaliser. Vous voyez, ça vient un peu comme un schéma directeur pour l'organisation. Donc, voici les projets qu'on doit réaliser. Bon, tel projet, on va les regrouper dans un programme, ainsi de suite. Tels autres projets, on va les regrouper dans un autre programme. Donc, c'est l'ensemble des projets, programmes de l'organisation. Donc, on va essayer de planifier ici pour atteindre la vision. Donc, les projets viennent alimenter les opérations avec de nouveaux produits ou l'amélioration de certains produits, la création de nouveaux process et tout le reste. Donc, les projets viennent ajouter un peu d'eau au moulin, donc des opérations. Donc, une organisation, c'est les deux pans. Un côté opération, un autre côté projet. Maintenant, quand on descend au niveau du management, c'est-à-dire qu'au niveau donc, des chefs de service, des responsables d'équipe et tout le reste, on commence à parler soit de management de projet et de programmes autorisés. Là, on parle de management de projet et de programmes autorisés parce que c'est au niveau du pilotage qu'on va décider donc les projets à réaliser. Maintenant, on va dire, OK, voici, c'est le moment de faire tel projet. Donc, au niveau du management, les chefs de projet maintenant vont être mis en branle pour pouvoir réaliser donc, les différents projets, pour créer les produits qui sont attendus par les opérations peut-être, pour pouvoir les mettre en œuvre et puis aider l'organisation à se faire de l'argent parce qu'une organisation existe
C'est pour cette raison-là, c'est pour se faire de l'argent. Hein. Ce sont des organisations à but lucratif. Donc là, maintenant, on va réaliser des activités de projet. Les projets, comme on l'a dit ici, viennent augmenter la capacité de production de la valeur d'une organisation. Mais c'est lors des opérations, la mise en œuvre des opérations, qu'on produit véritablement de la valeur. Donc, vous voyez ici, on voit augmentation de la création de la valeur, voilà, augmentation de la capacité de production de la valeur. Et de ce côté, dans les opérations, on voit production de la valeur. Donc, à travers des opérations récurrentes. Donc là, on est dans le management des opérations continues, l'organisation. Ouais, non? Donc, c'est là où les directeurs des opérations, avec les différents chefs d'équipe et tout le reste, vont être en train d'agir, hein, pour la promotion des produits, pour la vente des produits et tout le reste. Ouais. Bien, tout cela est basé sur les ressources de l'organisation. Ouais. Et quand on parle des ressources de l'organisation, il s'agit de qui? Il s'agit des hommes. Il s'agit des hommes, les processus et les outils. Mais le PMI nous fait comprendre que le plus important, ce sont les hommes. Parce que ce sont les hommes qui réalisent les processus. Ce sont les hommes qui utilisent des outils. Les projets ne sont pas basés uniquement sur les processus et les outils. Il faut recentrer de plus en plus les projets autour des hommes. Avant, les projets étaient beaucoup plus orientés processus, respect des délais, respect des procédures et tout le reste. Mais maintenant, on dit, il faut regarder les hommes. Vous voyez? C'est alors que pendant qu'on est en train de réaliser les projets ou bien pendant qu'on est en train de mener les activités d'une organisation, des hommes doivent être capables de vous dire, OK, tel processus-là, il faut le changer. Donc, on peut mener des appréciations. Un processus ne peut pas s'apprécier soi-même. Donc, c'est pendant la mise en œuvre, c'est pendant l'utilisation d'outils et de techniques qu'on va dire non, tel outil qu'on utilise n'est pas adapté, il faut le changer. Donc, il faut recentrer les projets autour des hommes. C'est très important. Donc, ça, on est dans l'exécution. Bien. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on a une vision stratégique, par exemple ici, sur 3 ans, au début, on est à cette situation actuelle. Donc, nous avons une situation désirée à laquelle nous voulons arriver. Donc, c'est là la vision à atteindre. On veut passer de ce point-là et puis gravir des échelons et puis arriver à tel autre point. Mais chaque année, par exemple, il y a des actions à mener. Et ces actions à mener qu'on a représentées ici par action 1, action 2, ainsi de suite, jusqu'à action N dans l'année là, ce sont des projets à mettre en œuvre. Hein? Ce sont des projets à mettre en œuvre. D'une part, on parle des projets. Nous ne sommes pas dans les opérations, mais il y a un pan qui concerne les opérations. Mais nous, on parle des projets ici. Donc, chaque année, il y a des projets à mener. Et quand l'année, on finit la première année, cela va nous faire monter d'un certain cran, à un certain niveau, dans la tête de notre vision. Quand la deuxième année, on va encore mener les actions qui sont nécessaires, cela va nous porter donc à un autre niveau. Et à la fin de la troisième année, on s'arrête pour voir est-ce que nous avons atteint notre vision? Est-ce que nous sommes arrivés au niveau où nous souhaitions en lançant donc ces projets, ces programmes qu'on a eu à faire et tout ça, vous voyez? Donc, l'atteindre la vision de l'organisation se fait par l'exécution des plans stratégiques, les plans d'action de façon successive. Voilà. Donc, la mission, c'est quoi ici? Cette diapo-là, c'est juste. La mission, c'est ce pourquoi nous existons. Donc, chaque jour, ce qu'on fait dans l'organisation, notre valeur, c'est ce en quoi nous croyons. Si votre organisation a une valeur, et c'est important que vous puissiez connaître les valeurs de votre organisation en tant que chef de projet. Parce que pendant que vous êtes en train de travailler, il faut que vous puissiez transpirer ces valeurs-là. Et si dans votre équipe, il y a des membres qui ne connaissent pas ces valeurs-là, c'est l'occasion pour vous, en tant que chef de projet et en tant que leader, hein, de pouvoir les contaminer avec ces valeurs-là. C'est important. Il y a des gens qui sont dans les organisations qui ne connaissent pas les valeurs de l'organisation. Et même parfois, même quand vous les connaissez, vous pouvez les citer, mais est-ce que vous laissez cela transparaître dans votre comportement, dans votre manière de travailler, dans votre manière de réfléchir, d'agir? C'est très important que vous puissiez connaître les valeurs de vos organisations. Bien, la vision, donc c'est ce que nous voulons devenir, ce que nous voulons être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ça, c'est important. Et finalement, quelle est notre stratégie pour pouvoir atteindre cette vision-là? Bien, nous allons voir les composants du guide PMBOK. Il y a des notions de base que vous allez voir, que vous allez rencontrer dans la lecture du guide PMBOK. Vous allez voir, on parlera de cycle de vie de projet.
dans le cadre donc de la méthode prédictive, hein, je le dis souvent, rappelez-vous, je l'avais dit le samedi dernier, je le rappelle, il y a trois méthodologies de gestion de projet. Il y a la méthode prédictive, donc qui est basée sur un plan en amont. Il y a la méthode agile, donc là où on n'a pas un plan en amont pour tout le travail, seulement on a des itérations de 1 à 4 semaines on peut réaliser. C'est-à-dire pendant 1 à 4 semaines, on fait des essais, on fait des erreurs et puis on découvre donc une bonne manière de faire les choses pour satisfaire le client. Et à la fin, on se demande est-ce on a fait ce qu'il y a à faire? Est-ce qu'on a pu avancer d'un cran dans l'atteinte de l'objectif de ce projet-là? Là, c'est agile. Et sur la base du feedback donc, du client, on peut modifier ce qu'on est en train de faire. On va voir ça tout à l'heure. Et hybride, c'est donc un mélange des deux. Mais ici, dans le politique, on parle de cycle de vie, de projet. On parle de série de phases de projet depuis le début jusqu'à la fin. Ce sont, si vous voulez, euh, la manière dont hein, on va réaliser le travail du projet. Donc, dans le cycle de vie du projet, dans le cycle de vie prédictif, en amont, généralement, on va élaborer un plan, on va arrêter des décisions, des grandes décisions sur la façon dont on va faire les choses. Et ensuite, on va passer à la phase d'exécution et tout le reste. Et puis, on fait la surveillance et maîtrise. On s'assure qu'on est en train de faire les choses dans le bon sens. Avant de poursuivre avec les autres, les phases du projet, les portes de phase et tout ça, on va aller rapidement pour voir les autres cycles de vie. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, le cycle de vie prédictif là-bas, le périmètre, la durée et le coût du projet sont déterminés au cours des premières phases du cycle de vie. Donc, dès le début, en amont, on va planifier tout ça. OK, on va définir clairement le périmètre. Voici le périmètre qu'on doit exécuter. Voici le temps que ça va nous prendre. Et voici le coût global du projet. Donc, pendant la mise en œuvre, on s'assure qu'on est en train de faire les choses conformément à ce qu'on a planifié. Et même s'il doit y avoir un changement, il faut que ce changement-là soit maîtrisé, contrôlé, pour ne pas avoir à faire des changements dans tous les sens. Ça peut nous faire perdre du temps inutilement. Vous voyez? Maintenant, il y a ce qu'on appelle le cycle de vie itératif. C'est un autre type de cycle de vie. Là, euh, au début, on a un périmètre. Hein, mais ce périmètre-là, il va être dynamique. C'est l'exemple banal de, on veut un vaccin. On veut créer un vaccin. Hein, contre une maladie, contre une pathologie. Voilà. On dit, bon, OK, on veut créer un vaccin. On peut ne pas trouver le vaccin dès le premier essai, dès la première expérimentation. Donc, on fait une première expérimentation et on va tester sur les cobayes. Si ça a marché, donc dès le début, déjà, on peut crier Eureka, on a trouvé la solution. Si ça n'a pas marché, on ne va pas se décourager. On va reprendre le travail à zéro et modifier ce qu'il y a à modifier. Donc, on va répéter comme ça jusqu'à ce qu'on puisse trouver la solution correcte. Vous voyez, ça, c'est le cycle de vie itératif. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Soit on a trouvé la solution qu'on cherche, ou bien on n'a pas trouvé et on va chaque fois recommencer. C'est comme Thomas Edison lorsqu'il était en train de fabriquer l'ampoule incandescente. Il a fait 10 000 essais. L'histoire nous rapporte qu'il a fait 10 000 essais et les 10 000 essais ont échoué. C'est la 10 001e fois que ça a marché. Et lui, de répondre de façon positive que il n'a pas échoué 10 000 fois, mais il a trouvé 10 000 manières qui ne marchent pas. Donc il a fait plusieurs itérations jusqu'à ce qu'il trouve la solution qui est correcte, qui marche. Maintenant, il y a le cycle de vie incrémentiel. Le cycle de vie incrémentiel, là, on connaît vaguement la solution qu'on est en train de chercher. Mais on va dire, OK, on va délivrer la solution là progressivement parce qu'on appelle des incréments. On va faire des itérations, c'est-à-dire qu'on fait un premier essai où on est en train de travailler sur la solution. On va livrer un pan de la solution au client et on continue de développer la solution jusqu'à ce avec chaque fois on ajoute de nouveaux incréments jusqu'à ce que on puisse terminer le produit final. C'est comme un site internet qu'on est en train de développer pour un client. Le site internet, on n'est pas obligé de faire attendre le client pendant 1 an pour finir de développer entièrement le site internet avant de lui fournir le produit final. Non. On peut déjà, de façon incrémentale, fournir au client son site internet. On fait la landing page, la première page qui s'affiche. Par derrière, qu'on a fini de faire les authentifications et tout ça, on peut déjà lui livrer ça.
et puis ils voient un peu comment ça, à quoi ça ressemble, et puis ainsi de suite, on crée hein, les autres pages donc du site internet progressivement. Si c'est un site où on doit faire la vente en ligne, on va créer le catalogue produit, on va créer les passerelles de paiement et tout ça. Mais tout ça, on n'a pas ça en un coup. Mais progressivement, on livre cela au client. On sait, in fine, à terme, à peu près ce à quoi on s'attend, mais on livre cela au client progressivement. Donc, il y a des solutions intermédiaires. Donc, il y a les produits intermédiaires qu'on va appeler des incréments. Et on a également ce qu'on appelle le cycle de vie adaptatif. On peut dire aussi le cycle de vie agile, qui vient comme une méthode qui cumule les caractéristiques du cycle de vie itératif et le cycle de vie incrémentiel. C'est que c'est un cycle de vie où on va y aller également par itération pour livrer la solution finale. Mais seulement que ici, la particularité, c'est que à chaque fois, on peut améliorer ce qu'on a déjà livré au client et puis continuer de le bonifier, continuer de l'augmenter avec de nouvelles fonctionnalités, avec de nouvelles caractéristiques. Alors que dans l'incrémental, oui, je vois la main de Angénor. Angénor, tu peux ouvrir ton micro et parler. Hein. Alors, coach, bon, moi, je voulais savoir, au Oui. niveau de vie incrémentielle, là, Mhm. j'aimerais savoir, par exemple, dans mon cas, par exemple, les projets routiers, les projets de génie civil, là, en particulier les projets routiers, là, Oui. vu que ce sont de longs projets, et Oui. puis on se retrouve dans une situation où, lorsqu'on a plusieurs lots, par exemple, on a plusieurs lots, ou bien soit le projet est tellement long, soit un projet de 200 km à Oui. bitumer, l'entreprise peut finir par exemple par 10 km ou bien soit 20 km. Au moment où elle est en train d'entamer les autres kilomètres, elle peut demander une réception, même une pré-réception de ce qui a été fait. Oui. Est-ce que dans ce cas-là, ça rejoint un peu le volet cycle de vie incrémentiel? Parce que dans l'ensemble, le projet n'est pas fini. Oui. Mais, mais c'est-à-dire que dans le marché, là, bon, souvent, il est stipulé que l'entreprise peut demander des choses, des pré-réceptions, Ouais. ou bien soit des réceptions partielles. Effectivement, la Voilà, récession donc partielle. j'aimerais Oui, quoi. c'est une forme de cycle de vie incrémentiel. C'est une forme de cycle de vie incrémentiel. Seulement que on est dans le prédictif. C'est-à-dire qu'on est là maintenant, on appelle ça, c'est là où on va entrer dans l'hybride. C'est-à-dire que c'est une méthode où on cumule les manières de travailler du prédictif et les manières de travailler de l'agile ou bien du cycle de vie incrémentiel. Donc, on rentre un peu dans l'hybride. C'est-à-dire que c'est vrai, le projet de façon globale a été planifié peut-être sur 5 ans ou bien sur 3 ans. On a 200 km de route à faire. Mais on ne va pas dire au client hein, qui est ici, l'État peut-être, OK, tu attends quand on finit les 200 km de route là et on va ouvrir maintenant la route à la circulation. Non. Par tronçon, on peut ouvrir la circulation. C'est ce qui est la réception partielle dont tu es en train de parler. On va dire, OK, après 10, 15, 20 km, on peut déjà faire une réception partielle. Donc, sur ce point-là, on fait tout ce qu'il y a à faire, à mettre en œuvre, tout. S'il y a des modifications, on fait. Et quand c'est bon, on dit, OK, on va ouvrir 20 km, les premiers 20 km à la circulation, par exemple. Donc, seulement que les gens ne pourront pas parcourir tous les 20 km. Donc, ils vont pas, pendant tous les 200 km, ils vont parcourir peut-être 20 km. À un moment donné, ils vont prendre une déviation et puis nous, on continue la route, par exemple. Voilà. C'est un peu comme ce qu'ils ont fait avec le pont de Yopougon, là. Ouais, non? Sinon, ça Ok, rejoint ça. Mais là, dans ce cas, on va parler plutôt d'hybride. C'est-à-dire, c'est une manière hybride de travailler. Donc, une méthode qui cumule la manière prédictive de travailler et la manière agile de travailler. C'est bon? ok, c'est bon, coach, c'est bon. Ok, super. Je constate que finalement, ah non, non, c'est quelqu'un qui était déconnecté puis il est revenu. Je pensais que Franck avait pu se connecter finalement.
Dans tous les cas, c'est pas grave, c'est enregistré, donc il pourra avoir l'enregistrement après. Dans le cycle de vie hybride, comme je le disais tout à l'heure, justement, pour répondre à la question d'Angénor, c'est un cumul de tout ça, de tous les cycles de vie, notamment l'agile et le prédictif. Là où on va avoir des caractéristiques du prédictif et des caractéristiques de l'agilité. Un peu comme on l'a dit tout à l'heure là. Normalement, pour une route, c'est le prédictif pur. On a 50 km de route à faire, on fait les 50 km de route, et puis après, on fait la réception, et puis c'est fini, le projet est fini. Voilà. Mais on va dire maintenant, non, au lieu de finir totalement les 50 km avant d'ouvrir tout l'autoroute à la circulation, non, on va livrer de façon partielle. Donc là, on est en train de faire un hybride. Il y a un pan du projet qui va être géré de façon prédictive et il y a un autre pan qui va être géré de façon agile. Donc, on est dans l'hybride. Bien, donc on revient en arrière maintenant pour continuer avec les composants du guide. Donc, les thèmes forts que vous allez rencontrer dans le guide PMBOK. Donc, il y a les phases du projet. Donc, ici, dans le prédictif, les phases du projet seront un ensemble d'activités du projet qui vont conduire à la production d'un livrable donné. Donc, on va dire notre projet, on va le réaliser en 6 phases, en 7 phases. Dans chaque phase, il y a certains livrables qui sont attendus, qui vont être créés. Tout simplement. Les portes de phase, c'est lorsque nous sommes à la fin d'une phase donnée et on fait une revue de phase, c'est-à-dire qu'une revue de tous les livrables qui devaient être créés ou des sous-livrables qui devaient être créés dans cette phase-là. À la fin, on s'assure que les livrables-là obéissent ou bien respectent les exigences de départ. On va dire, OK, c'est bon, on peut continuer. Ce n'est pas forcément dans le but de faire une livraison, non. C'est comme dans la construction d'une maison. Euh, une première phase peut être la fondation. Quand la fondation est finie, avant qu'on ne puisse obtenir l'aval pour continuer le projet, il faut que le bureau de contrôle qualité puisse venir certifier que la fondation a été réalisée là, elle correspond véritablement donc, au type de maison ou d'immeuble qu'on est en train de construire. La fondation pour R plus 2, ce n'est pas la même fondation que pour R plus 4, par exemple. Donc, le bureau de contrôle peut venir, le laboratoire national peut venir dire, ah, la fondation que vous avez faite là, ça c'est la fondation de R plus 2. Hein. Vous voulez construire quoi? R plus 4, non? Mais ça c'est R plus 2 vous avez fait. Hein. Donc, vous n'avez pas le cutis, vous n'avez pas le OK. Donc, à la porte de phase, on cherche à voir le go ou le no-go. Donc, dans ce cas que je viens de présenter là, vous avez le no-go. On dit non, vous ne pouvez pas construire. Soit vous changez votre plan pour faire un immeuble R plus 2, et c'est à ça que correspond la fondation que vous avez faite, ou bien, si vous voulez forcément faire R plus 4, alors modifier la fondation, ajouter tel éléments, par exemple. Hein? C'est l'erreur que souvent des gens font. Parfois, ils ont le OK pour construire R plus 5, R plus 6, mais à la base, ils font une fondation de R plus 3. Vous voyez? C'est ce qui fait que après, on peut trouver qu'il y a des immeubles qui s'écroulent et tout ça. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un immeuble s'écroule? C'est parce que la fondation qui a été faite ne correspond pas à tout ce qui a été élevé au-dessus de la fondation. Tout simplement. Malheureusement. Bien. On va voir également les processus de montage de projet. Donc, ça va venir souvent pendant tout le long de la formation. On en a déjà même parlé. On a parlé des 49 processus, n'est-ce pas? Les processus, c'est un ensemble coordonné d'activités destinées à produire un livrable par la transformation d'une ou plusieurs données d'entrée en une ou plusieurs données de sortie. Donc, on parlera de processus. C'est un peu comme, voilà, on veut réaliser un processus, il dit n'importe quoi, hein. C'est un processus banal hein, de la vie active. Faire une omelette, par exemple. Pour faire une omelette, on a besoin de données d'entrée, on a besoin d'outils et de techniques pour avoir la sortie, quoi, comme données de sortie, notre omelette. Hein? D'après vous, par exemple, pour faire une omelette, là, il faut quoi comme données d'entrée? Les données d'entrée, ce sont les éléments bruts, les éléments sur lesquels on va travailler, qu'on va transformer à partir d'outils techniques pour avoir les données de sortie, qui sont les éléments que nous avons travaillés, les éléments que nous avons produits. Bien, quelles sont les données d'entrée d'après vous? On veut faire une omelette. Nous tous ici, on sait faire des omelettes. Hein, Angénor, est-ce que tu peux nous donner... Pour ça, pour omelette là, il faut d'abord l'œuf d'abord.
D'accord, l'œuf, la donnée d'entrée Ça, c'est principale. d'abord la pâte. Et Ouais. puis maintenant, sous pierre, omelette là. Maintenant, si on veut, on met huile au cas où. Tu as vu, il a en général en train de mélanger les données d'entrée et les outils techniques. Tu as vu? Moi, j'ai demandé d'abord les données d'entrée. Tu as bien commencé avec la donnée d'entrée principale, les œufs même, hein, les œufs frais. Donc, on continue toujours avec les données d'entrée d'abord, avant d'arriver aux outils techniques. Donc, tu as dit huile. Voilà, ça sont les données d'entrée. L'huile, le sel, tomate, oignon et tout ça. Voilà, ça sont les éléments bruts sur lesquels on va travailler pour créer donc notre livrable principal qui est l'omelette. Donc, les outils techniques, c'est quoi maintenant? Tu vas parler de quoi? D'assiette, hein? De quoi encore? Ouais, et puis gaz. La poêle, le gaz, ou bien le feu de charbon, ou bien le feu de bois, des choses comme ça. En tout cas, voilà, de quoi produire du feu. Voilà. Là, on est en train de parler des outils, hein. Souvent, on dit outils et techniques. Donc, les outils techniques, ça englobe les outils et puis les techniques. Par exemple, l'omelette, la façon dont tu veux l'omelette, ça va dépendre maintenant de la technique que tu vas utiliser. Ouais, un peu. Donc, si on veut au plat, on veut quoi, je ne sais. Donc, il y a les techniques maintenant pour faire. Vous voyez. Donc, à la fin, on a notre omelette. Donc, c'est comme ça, les processus. On va voir. Il sera toujours question de données d'entrée, les outils techniques et les données de sortie. Vous voyez. Et les processus, il y en a 49 dans le guide PMBOK. Bientôt, avec le nouveau guide PMBOK, ça va changer. On va passer de 49 à 40. Ne vous en faites pas. Lorsque le guide PMBOK va sortir, on va faire des sessions de mise à jour sans aucun problème. Bien, les groupes de processus. Donc, les groupes de processus, on les a déjà vus, hein. Il y en a 5. Donc, l'initialisation, là où on a 2 processus. La planification, où on a 24 processus. L'exécution, où on a 10 processus. La surveillance et maîtrise, où on a 12 processus. Et enfin, la clôture, où on a un processus, ça fait les 49 processus. Donc, c'est un groupement logique des données d'entrée, des outils techniques, des données de sortie de mon domaine de projet. Maintenant, on a les domaines de connaissances de mon domaine de projet. Les domaines de connaissances, il y en a 10. Hein. Il y en a 10. Il y a le domaine de connaissance de la gestion de l'intégration, qui est le domaine de connaissance qui est l'apanage du chef de projet. Le domaine de connaissance de la gestion du périmètre. Le domaine de connaissance de la gestion de l'échéancier, la gestion des coûts du projet. Il y a la gestion de la qualité, la gestion des ressources, la gestion de communication, la gestion des risques, la gestion des approvisionnements et la gestion des parties prenantes, qui est le dernier domaine de connaissance. Et les différents domaines de connaissances-là, c'est en quelque sorte des métiers qu'il faut mettre en branle, hein, pour pouvoir interagir et puis voilà, créer donc les plans. Et pendant la mise en œuvre, donc les spécialistes en la matière vont s'assurer que les choses se passent comme il se doit et tout ça. Et la deuxième grande partie de notre formation, concernant donc le guide PMBOK, ce sera consacré aux 10 domaines de connaissances. Donc, quand on va finir les fondamentaux avec les 3 premiers chapitres, l'introduction, l'environnement de projet et le rôle du chef de projet, on va aborder maintenant les 10 domaines de connaissances. Et c'est en parcourant les 10 domaines de connaissances qu'on va découvrir les 49 processus progressivement, domaine de connaissances par domaine de connaissances. Parce que les 49 processus sont regroupés dans 5 groupes de processus et dans 10 domaines de connaissances. Et quand vous prenez le guide PMBOK, je ne vous ai pas encore partagé les documents, là, je vais vous envoyer ce soir même le kit. Et à l'intérieur, vous allez voir le guide PMBOK 6. Vous pouvez déjà noter à la page 25. Vous allez voir dans le guide PMBOK à la page 25, noter la page 25 du document, pas le PDF. Puisque le document qu'on va vous remettre, c'est un document numérique. Si vous regardez la pagination du PDF, ce ne sera pas la page 25. Mais si vous rentrez dans le document, vous ouvrez le document, vous regardez au bas des pages. Vous regardez les numéros de page là-bas. Quand vous arrivez sur la page 25, vous allez voir là-bas le tableau des 49 processus regroupés dans les 5 groupes de processus et dans les 10 domaines de connaissances. Bien. Donc ici, on va parler brièvement donc, du monopole de projet et la réalisation de projet. Regardez, par exemple, on a ce projet-là de construction de cet immeuble-là. Hein, un immeuble R+6, R+7, un grand immeuble.
On a le client. Le client, c'est le maître d'ouvrage. C'est celui pour qui hein, on doit réaliser le projet, hein, qui sera donc le propriétaire du produit final qui va être créé. Donc, lui, il va confier le travail à un maître d'œuvre. Vous voyez? Et donc, le maître d'œuvre, lui, va s'appuyer. Donc, il peut s'appuyer sur ses expertises donc, internes, mais il va aussi s'appuyer sur des expertises externes, donc avec les entreprises générales. Et bien entendu, aussi s'appuyer sur le Bureau national de contrôle qualité. Vous voyez, par rapport au bâtiment. Donc, en fonction du domaine, il y a un bureau contrôle qualité qui doit être un organe indépendant qui puisse venir effectuer un jugement, donc une appréciation de valeur sur la qualité des différents livrables qui sont en train d'être produits. Vous voyez? Donc, le chef de projet, son rôle, comprenez cette diapo, vous avez compris cette diapo, là, vous allez comprendre parfaitement le rôle du chef de projet. Le rôle du chef de projet, ce sera au niveau du cycle de vie de management de projet. Le rôle du chef de projet, ce sera de dérouler les différents processus de management de projet qui sont adaptés ou bien qui sont adéquats pour son projet. Donc, à travers le démarrage, la planification, l'exécution, la surveillance et maîtrise et la clôture. Le chef de projet, lui, il ne maîtrise pas le métier forcément. Je vous l'ai déjà dit, il faut éviter l'effet halo. L'effet halo, c'est de croire que un bon ingénieur bâtiment, par exemple, ou un bon ingénieur génie civil ferait forcément un bon chef de projet dans un projet de génie civil. Non, pas du tout. Un projet de construction de maison ou de je ne sais quoi. Non. Parce que le chef de projet, c'est un métier en fait. Et son métier consiste à déployer les 5 phases de management de projet. Au niveau du démarrage, l'initialisation, donc créer la charte de projet à partir donc des documents business du projet. Quelles sont les justifications de ce projet-là? Qu'est-ce qui a amené ce projet? Le chef de prendre connaissance de ça. À partir de ça, il fait la charte de projet. La charte de projet est validée et il va identifier les parties prenantes de son projet. Ça sont les phases initiales. Et dans la planification maintenant, le chef de projet va donc planifier le projet en termes de contenu à déployer, en termes d'échéancier, quel est le délai qu'on aura pour ce projet, en termes de coût, quel sera le budget de ce projet. Vous voyez? Et le chef de projet, son travail va consister à produire des livrables de management de projet. Par exemple, l'achat de projet, c'est un livrable de management de projet. Le registre des parties prenantes, c'est un livrable de management de projet. Le plan de management de projet avec ses plans subsidiaires et les 3 références de base, c'est un livrable de management de projet. Ainsi de suite. On commence dans l'exécution. Quand le chef de projet sera en train de faire diriger, gérer le travail du projet, qu'on sera en train donc de récolter maintenant les livrables du projet. Vous voyez? Et en même temps, lui, il a ses livrables de management de projet qui vont être donc toutes les données d'exécution du projet, hein, les observations brutes sur le terrain de ce qui est en train d'être fait. Le chef de projet va noter tout ça. Ça va faire l'objet d'analyse après pour voir les écarts. Est-ce qu'il y a un écart entre ce qui est réalisé et ce qui a été planifié et tout ça. S'il y a des actions correctives à mener, s'il y a des actions préventives à mener, s'il y a une correction de défauts à faire et tout ça. Vous voyez? Donc, c'est surtout dans la phase de planification qu'on va commencer à récolter les livrables donc, du projet. Mais déjà dans la planification, on peut commencer à récolter certains livrables tels que au niveau de l'architecture et du génie civil. Enfin, les ingénieurs génie civil, eux, ils vont intervenir au niveau du calcul. Les architectes, ils vont intervenir au niveau de la conception, donc du plan, et plutôt de la maquette de la maison et tout le reste. Vous voyez un peu? Le design et tout. Ça, c'est déjà des livrables du projet parce que dans le contrat, on peut peut-être exiger que les maquettes soient produites d'abord avant de passer à la phase de construction même de la maison, du bâtiment. Donc, le chef de projet, dans la phase de planification, c'est généralement dans la phase de planification que va intervenir donc, que les métiers vont commencer à intervenir. Le chef de projet, lui, gère le cycle de vie de mon projet et les ingénieurs métiers, les sachants en la matière, eux, ils vont gérer le cycle de vie du projet pardon, pour créer les livrables du projet. Donc, pendant que les métiers sont en train de créer les livrables du projet, le chef de projet, lui, est en train de créer les livrables de management de projet. Donc, il faut faire la différence entre les livrables de management de projet qui découlent donc de la mise en œuvre des phases de management de projet et les livrables du projet qui découlent donc de la mise en œuvre des métiers.
Donc, on commence avec les grands métiers et après les petits métiers. Les grands métiers, c'est les architectes et les ingénieurs civils. Maintenant, les petits métiers, les petites mains, ce sont les maçons, les plombiers, les électriciens et tout le reste. Ça se voit un peu. Et par derrière, le chef de projet, il est là pour orchestrer tout cela. Il s'assure que chacun fait ce qu'il y a à faire conformément, bien sûr, aux différentes phases de mon projet. Donc, la plus grande partie du travail ici de la construction de ce bâtiment va se faire dans la phase d'exécution. Mais, comme on va le voir, généralement, pendant qu'on est en train de faire l'exécution, il faut aussi en même temps la surveillance et maîtrise. Parce que si on ne fait pas la surveillance et maîtrise pendant qu'on est en train de faire l'exécution, on peut louper beaucoup de choses. S'il faut attendre carrément à la fin de la maison pour venir faire la surveillance et maîtrise, on va se retrouver face à des écarts considérables. On va se retrouver face à des défauts considérables qui ce sera presque impossible de corriger. Donc, dans la phase d'exécution, on fait en même temps surveillance et maîtrise. C'est alors qu'on peut rattraper rapidement les écarts. Est-ce que vous voyez? Et pour faire tous ces différents cycles de vie de mon projet là, on a les templates. Je vais vous partager ça. C'est ce que j'ai dit que je vais vous envoyer dans le kit. Donc, PMP, où on a tous les, tous les livrables, tous les documents, d'abord toute la documentation basique, hein, pour préparer l'examen et aussi donc les templates que vous aurez à utiliser en tant que chef de projet, donc de façon pratique dans vos organisations pour la mise en œuvre donc des standards de mon projet que vous êtes en train d'apprendre maintenant. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est des templates que vous allez simplement remplir. Vous allez suivre en fonction donc des différents templates là, ce qu'il y a à faire. Et peu importe le projet, le cycle de vie du projet peut changer. Donc, les différentes phases du projet peuvent changer. Mais les différentes phases de management de projet ne changent jamais. Est-ce que vous comprenez? Donc, le rôle du chef de projet se résume simplement à cela. Donc, dans le management de projet, il va s'agir pour le chef de projet de chercher à créer les livrables de management de projet qui sont attendus. Et cela va assurer une bonne visibilité aux clients sur le projet. Donc, en termes de contenu, en termes de délai, en termes de coût, de qualité, vous voyez. Et le management de projet va assurer donc, la satisfaction des exigences. Et ça, c'est la panel du chef de projet. C'est lui qui s'assure que les exigences sont en train d'être satisfaites. Le management de projet va utiliser justement un système d'information pour rassembler toutes les informations du projet. Donc, c'est là où on va utiliser les logiciels de gestion de projet, tels que MS Project, que vous connaissez peut-être presque tous. Il y a d'autres hein, comme les Primavera, les Orchestra et tout ça, pour les projets, comment dire, prédictifs. Mais pour les pans agiles de nos projets, il y a d'autres logiciels comme Jira, autres là qui sont utilisés, ou bien Trello, voilà, qui sont utilisés. Donc, tout ça, ça rentre dans le système d'information hein, pour pouvoir rassembler les informations du projet. Donc, la bonne gouvernance de projet va obliger à l'application donc, des standards de management de projet. Et ça, c'est l'apanage du chef de projet qui est désormais certifié PMP. Et c'est ce que vous êtes en train de devenir en suivant justement cette formation-là. À la fin, c'est de pouvoir vraiment appliquer les standards. Ce n'est pas la chose qui est la plus utilisée dans les organisations aujourd'hui. Les gens font la gestion de projet, mais ils font un peu dans la dentelle. Ils n'utilisent pas les best practices en la matière et c'est bien malheureux. Et on voit les conséquences des fois sur les projets où on a souvent les dépassements de coûts, dépassements de délais et souvent des problèmes de non-conformité, des exigences, en plein des livrables avec les exigences et tout le reste. Donc, ce qu'on attendra de vous en tant que chef de projet certifié PMP, c'est de pouvoir vraiment appliquer les standards et puis faire en sorte que vraiment les clients soient satisfaits, tant avec le contenu, le délai, le coût, la qualité, mais également avec la valeur qui est créée donc, dans tous les différents projets que vous aurez à gérer. Bien, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Bon, on a déjà vu les différents cycles de vie. Maintenant, quand on parle de cycle de vie, il faut faire la différence entre le cycle de vie du projet et puis le cycle de vie de produit. Un produit a un cycle de vie. C'est-à-dire quoi? C'est comme un empire. Hein, à la naissance donc, du produit, il y a une certaine croissance que le produit va connaître sur le marché jusqu'à atteindre son apogée et puis décliner. Et quand le projet
décline et qu'il meurt, pardon, le produit décline et qu'il meurt, souvent on peut ne plus rien pouvoir faire. Il y a des produits qui ont existé sur le marché aujourd'hui qu'on connaît qui n'existent plus, hein, après des années d'existence, simplement parce que le produit a connu son déclin, hein, tout simplement. Donc, le cycle de vie du produit, c'est depuis le début du premier projet qui a vu sa création jusqu'à la fin de l'utilisation de ce produit-là sur le marché. Mais entre-temps, il peut y avoir eu 2 ou 3 projets qui ont travaillé sur ce même produit. Donc, un premier projet pour créer ce produit-là, donc il a été livré aux opérations, il a été commercialisé. À un moment donné, on a vu peut-être que ce produit était en perte de compétitivité sur le marché. On l'a rebrandé, c'est-à-dire on a revu la version, on l'a remis sur le marché. C'est un peu comme ce qu'on observe beaucoup avec les véhicules. Ça, en tout cas, ça marche beaucoup avec les véhicules. Chaque année, il y a une nouvelle version du même modèle, hein. On va parler de Tucson, sans faire de publicité, on dit Tucson, Tucson, telle année, jusqu'à... Vous voyez, chaque fois, le même produit là, le même modèle est rebrandé. Donc, il y a quelques petits changements qu'on fait. Et puis, ça permet de rester compétitif parce que ce même produit d'une maison de Hyundai a son correspondant dans une autre maison comme Kia. C'est-à-dire qu'ils ont les produits concurrents. Donc, si la concurrence est en train d'évoluer, de faire évoluer son produit, que toi aussi tu ne fais pas évoluer ton produit, tu peux être en perte de vitesse et puis finalement tu vas perdre une bonne part de marché. Donc, quand la concurrence modifie un modèle concurrent, vous aussi de votre côté, vous devez modifier. Donc, c'est du benchmarking. Ouais, comment les autres ont fait? Tu essaies de voir si tu peux aussi créer des caractéristiques qui vont concurrencer le produit de l'autre. Donc, chaque fois qu'on le fait, on est en train de faire un nouveau projet. Juste en ce qu'à un moment donné, on dit, bon, vraiment, on est fatigué avec ce produit-là, il faut le laisser. Il n'est plus compétitif. Ouais, donc, on va peut-être faire un modèle évolué, un modèle qui est carrément différent, qui est révolutionnaire peut-être. Voilà. Donc, la somme de tous ces cycles de vie de projet-là vont, et la période d'utilisation aussi par les opérations vont constituer ce qu'on appelle le cycle de vie du produit. Bon, ça, c'était soit dit en passant. Donc, le cycle de vie du projet, c'est la succession de ces différentes phases-là. Donc, ça peut commencer banalement avec une étude de faisabilité. Donc, ça c'est un peu euh, le cycle de vie bateau, hein, pour tous les projets qui sont gérés de façon prédictive. Donc, la phase d'étude de faisabilité, après le requête des exigences, après la décision détaillée du produit, on peut faire maintenant l'implémentation et puis l'intégration, hein, lorsqu'on veut, on le livre. Pardon. Ici, on parlait des processus, vous voyez un peu. Donc, le processus, ce sera quoi? Ce sera des données d'entrée, hein, sur lesquelles on va agir avec des outils techniques pour avoir des données de sortie. Donc, une ou plusieurs données d'entrée et sur lesquelles on va agir avec des outils techniques pour produire une ou plusieurs données de sortie. On va revenir encore sur ces notions-là. Donc, voilà euh, les différentes phases et mon de projet, donc les différents groupes de processus, voici les nombres de processus qui les composent. Donc, quand on finit le démarrage, on va à la planification. Planification, on passe à l'exécution. Hein, mais il y a un aller-venu entre l'exécution et la surveillance et maîtrise. La surveillance et maîtrise, après, peut nous amener à revenir sur la planification. Peut-être on a demandé des modifications. Donc, on va venir modifier le plan. On avait dit de faire les choses d'une certaine manière. On s'est rendu compte que ça peut ne pas forcément se faire de cette manière-là. Il y a une autre manière, il y a une autre meilleure manière. Donc, on revient agir sur le plan et puis après, on passe encore à la mise en œuvre, donc à l'exécution. Donc, quand ça c'est bon, on peut maintenant sortir du projet avec la clôture. Bien. Bon, ça c'est un rappel des 10 domaines de connaissances que j'ai déjà cité ici tout à l'heure. Voilà. Donc, la notion d'adaptation. Donc, l'avant-dernière partie, la notion d'adaptation. Donc, comme on l'a dit, les standards qu'on va apprendre, on ne les applique pas tels quels dans une organisation. Ça va dépendre même du projet, de la culture de l'organisation, la maturité de l'organisation, les besoins des parties prenantes, et puis les besoins en gouvernance également. Donc, des projets au sein de l'organisation. Donc, ça va dépendre de notre gouvernance qu'on a mise en place au sein de l'organisation pour gérer les projets de façon générale, les programmes, les portefeuilles. Vous voyez? Il y a des projets où on peut être moins exigeant, moins rigoureux, je dirais plutôt, donc dans la planification. Mais il y en a d'autres où on sera beaucoup plus
rigoureux. Hein. C'est comme vous voulez organiser euh, un anniversaire, l'anniversaire d'un enfant. C'est un projet, vous savez ça. Voilà. Mais on sera moins exigeant ou moins rigoureux dans la planification de ce projet-là que un projet d'organisation de la fête nationale, par exemple. Ça aussi, c'est un événement. Et plutôt, ça aussi, c'est un projet, mais un grand événement. Donc, on sera beaucoup plus rigoureux. Ouais, un peu. On sera beaucoup plus structuré dans notre démarche. Donc, c'est tout ça l'adaptation. Bien, on va finir donc ce chapitre avec les documents business. Les documents business sont les documents avant-projet. Là, on est vraiment avant-projet. Hein. On est ici, avant-projet. Je vais prendre mon pointeur. Donc, nous sommes ici avant-projet. Hein. On a eu un problème d'organisation. On a une situation au sein de l'organisation qu'on veut régler. Peut-être on veut créer un nouveau produit, on veut mettre en œuvre, qu'est-ce que je vais dire, une nouvelle directive. On veut s'aligner sur euh, une nouvelle réglementation. Donc, on va proposer les business analysts, hein, vont proposer plusieurs initiatives. Donc, initiative I1, I2, I3, I4. Et puis, ils vont comparer ces initiatives-là pour nous dire la meilleure qui répond au mieux à ce problème organisationnel que nous avons. Donc, on appelle ça le business case. Donc, dans le business case, c'est une sorte d'étude de faisabilité économique qui va comparer 2, 3, 4 initiatives ou plus et nous dire voici la meilleure. Donc, à travers des techniques de gestion financière, donc où on va déterminer les délais de récupération du capital investi, le taux interne de rentabilité, et tout le reste, la valeur actuelle nette, et puis nous dire, bon voilà, le projet qui va nous, l'initiative qui va nous rapporter le plus de bénéfices si on l'adopte. Donc, on finit par adopter peut-être l'initiative I3, par exemple. Donc, qui va devenir notre projet P3, par exemple. C'est le nom du projet, hein. On peut donner n'importe quel nom. Hein. Bien, donc, quand le projet est adopté, on va maintenant faire ce qu'on appelle une charte. Mais avant cela, avant de parler de la charte, le business case est toujours accompagné d'un document qu'on appelle le plan de gestion des bénéfices. Parce que dans le business case, il y a un bénéfice qui a été annoncé. On a dit que c'est l'initiative I3 qui nous fournit ou qui nous procure le plus de bénéfices. Donc, le bénéfice ou l'avantage qui a été annoncé dans le business case là, dans le plan de gestion des bénéfices, on va nous dire comment on va le mesurer. Lorsqu'on va finir de réaliser les activités de ce projet, qu'on va créer le produit ou la solution attendue par ce projet-là, voilà comment on va pouvoir mesurer le bénéfice et dans quelle période de temps on va pouvoir mesurer cela et de quelle manière on va donc pouvoir mesurer cela. Vous voyez? Donc, quand ce projet il est accepté, on va faire une charte de projet et généralement, la charte de projet, c'est le chef de projet qui rédige cette charte-là. Enfin, disons, plutôt un chef de projet. Mais un chef de projet peut rédiger une charte. Et puis, c'est un autre chef de projet qui va être nommé pour gérer le projet. Il n'y a pas de parole dedans. Dans une organisation où il y a beaucoup de chefs de projet, on peut prendre un pour rédiger la charte et puis un autre pour gérer le projet. Mais de façon pratique, généralement, dans l'organisation, quand il n'y a pas beaucoup de chefs de projet, le même chef de projet qui a rédigé la charte de projet, c'est le même chef de projet qui va être désigné pour gérer le projet. La charte de projet doit toujours être signée par le sponsor. C'est le sponsor qui signe la charte de projet. Logiquement, la charte de projet émane du sponsor, mais dans la pratique, ce n'est pas lui-même qui rédige. C'est un chef de projet qui rédige et puis lui, il appose sa signature en tant que personne autorisée pour dire que voilà, un nouveau projet est né. La charte de projet, on va voir ça hein, quand on va arriver. Oui, je vois la main de Angénor. Angénor, Koutouje. Allez. Oui, professeur. Oui, Oui, coach, je voulais savoir, quand on parle de sponsor, sponsor, oui, bon, généralement, on voit sponsor dans, c'est-à-dire que les parrains, machin, mais dans le cadre d'un projet routier ou bien pour un projet de construction, oui. bon, sponsor, là, ça fait référence à qui? Le sponsor, en général, c'est celui qui supporte les coûts de réalisation d'un projet. C'est-à-dire, pendant qu'on est en train de réaliser le projet, tout ce qui rentre dans les dépenses pour assurer donc la réalisation des activités du projet, celui qui paye, qui supporte ça, c'est le sponsor. Ce n'est pas le partenaire technique et financier, ce n'est pas le bailleur de fonds, ce n'est pas le prêteur, ce n'est pas la banque. Vous voyez un peu? Le sponsor ici, ce n'est pas comme on le voit dans le sport, dans le milieu sportif, où il ne fait pas de publicité, un Coca-Cola, tout ça, ils viennent mettre leur marque
et puis il donne un peu d'argent pour soutenir l'événement là. C'est pas ça qu'on appelle le sponsorship ou bien le sponsoring dans un projet. Non. Le sponsor, c'est celui qui supporte les coûts d'un projet. Vous voyez? Ça peut être le PDG, le DG d'une organisation, ça peut être un directeur fonctionnel. Hein, lorsque le projet est porté par une direction fonctionnelle, c'est sur le budget de cette direction fonctionnelle qu'on prend. Donc, on dit le directeur fonctionnel, c'est lui qui supporte le coût. C'est lui le sponsor du projet. Mais généralement, le sponsor, c'est toujours une personne de l'organisation réalisatrice du projet et qui a du pouvoir. Je voyais. Maintenant, le sponsor peut ne pas avoir toutes les ressources. Un PDG d'une organisation ou bien un DG d'une organisation peut ne pas avoir toutes les ressources, hein, à sa disposition pour financer le budget d'un projet. Donc, il peut aller emprunter de l'argent avec une personne, avec un particulier, ou bien avec une organisation, ou bien avec un établissement financier. Mais cela ne va pas conférer le sponsorship à cette personne extérieure vers qui on allait prendre de l'argent parce que on va rembourser après. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose avec les partenaires techniques et financiers, les bailleurs de fonds. Même quand ils viennent financer les projets gouvernementaux, les projets de développement dans un pays, tout ça, c'est tout ça qui rentre dans la dette du pays vis-à-vis de ces institutions financières. Hein? La dette pour construire les routes, les ponts, vous êtes bien placé en Côte d'Ivoire pour comprendre ça. Aujourd'hui, le pays est surendetté. Tout cet argent-là, c'est à rembourser. Ils vont financer pour construire pont, pour construire une route. Ça ne leur donne pas le statut de sponsor. Non, ils sont des partenaires techniques et financiers, c'est tout. Ils sont des bailleurs de fonds, ils sont des prêteurs. C'est l'État ivoirien, à travers ses démembrements, qui reste sponsor de ces projets-là. Donc, c'est la même chose dans une organisation. C'est comme vous-même, vous voulez construire votre maison, partez voir une organisation orientée projet qui construit les maisons pour les gens. Je veux construire ma maison, voilà, ça fait combien? Ils disent, bon, la maison, là, il faut prévoir. Toi, en tant que client, et toi, tu viens en tant que client. Hein? C'est pas toi que le sponsor de ce projet-là. Toi, tu as commandé. Tu n'as pas l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller voir une banque ou bien tu n'as pas tout l'argent. On te dit ça fait 150 millions. Toi, tu n'as que 50 millions. Tu vas aller voir ta banque pour te prêter 100 millions. Est-ce que ça fait que c'est la banque là qui est client du projet? Non. C'est la même chose. Moi, le sponsor, je peux ne pas avoir tout l'argent pour réaliser un projet. Je vais aller emprunter. Je reste le sponsor. Parce que ce que j'ai emprunté là, je vais finir par rembourser ça. Est-ce que vous voyez? Il y a des projets où, en tant qu'organisation réalisatrice, on est obligé de supporter les coûts et puis refacturer cela au client après. Hein, retenez, hein, le sponsor lui supporte le coût, le client lui paye le prix. La différence entre le coût et le prix, il y a une marge bénéficiaire. C'est ce qui fait vivre l'organisation réalisatrice. Donc le sponsor supporte le coût, le client paye le prix. Est-ce que vous comprenez? En général, c'est bon. C'est bon, coach, c'est bon, j'ai compris. Super. Bien, donc, une fois le projet il est validé, donc sa naissance est actée, la salle de projet vient un peu comme l'acte de naissance d'un enfant. Un projet sans charte, c'est comme un enfant qui est né, qui vit, il a grandi, et puis il n'a pas d'acte de naissance. Je vois un peu dans quel pétrin cet enfant pourrait être. Un projet sans charte de projet, c'est un projet qui existe mais qui n'existe pas. Vous voyez un peu? Bien, en Chine, il y a 20 millions d'enfants comme ça. Des enfants qui existent mais qui n'existent pas. Ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas aller à l'université. Il y en a qui se cachent. Hein, parce que c'est des enfants qui sont nés pendant la période de politique d'enfants uniques là. Les parents se sont cachés pour les avoir. Ils ont eu deux, trois enfants, mais qui ne peuvent pas déclarer. Hein, ils sont apatrides. Voilà. Ça, c'était en passant. Donc, quand le projet il est validé, maintenant, le chef de projet peut élaborer un plan de management de projet, le mettre en œuvre et tout ça pour créer le résultat final, pour créer le produit. Vous voyez? Bien, donc voilà qui met fin à ce chapitre 1, l'introduction sur la gestion de projet. Est-ce qu'il y a des questions? La prochaine fois, c'est-à-dire le samedi prochain, on va aborder le chapitre 2. On va certainement terminer avec le chapitre 3 également. Et si on a le temps, on va aborder en même temps le chapitre 4, la gestion de l'intégration, le même jour.
Est-ce qu'il y a des questions? À professeur, moi, j'ai pas de, moi, j'ai pas de questions, hein. Ouais, c'est bien. Toi, Mon tu niveau, apprends ça tes va. questions au fur et à mesure. Bien. Et Stéphane, Yangoran, ah, eux, ils ont dit ils sont en circulation. Ils sont en train de voyager, donc ils ne pourront pas poser des questions. C'était déjà clair, ils avaient déjà dit ça. C'est l'autre qu'on a souvent perdu. Je ne vois pas trop, il est parti. Pour moi, c'est bon, hein. C'est bon, Stéphane? Ouais, c'est bon pour moi. Ok, super. Bien, ça a été enregistré, donc je vais vous le balancer après. Et ceux qui Mon n'ont pas professeur, pu... Oui? alors, coach, pour la session de samedi, vous Oui. serez à Neuron, Je crois qu'on va faire ça en ligne, hein? en ligne. Oui, OK. on va faire ça en ligne. OK, mais si vous êtes à Neuron, vous dites, moi, je vais venir, hein. Comme il y a des courses à faire dans la zone, voilà, je vais D'accord, profiter pour d'accord. passer. Et puis, après, il est Jusqu'au... l'heure. demain, je vais vous confirmer ça. OK, il n'y a pas de souci. Bien, merci C'est beaucoup. compris. Bonne soirée à tout le monde. Et bon voyage OK. à ceux qui sont en train de voyager. OK, donc à samedi, alors. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci. On t'avait dit. OK. Soirée. Au revoir.